Apparemment, tout le monde nous entend bien, donc c'est parfait. Ah, super. Tout le monde s'installe. Bonjour. Bonjour, Alors, bonjour. il va falloir que j'apprenne à bien lire le chat. c'est... Ça va être un peu bancal, mais on va y arriver. Alors, bonjour Marie-France. Merci d'avoir accepté Avec cette plaisir. interview. Bonjour D'abord, pour les Émilie, personnes... merci. Oui. D'abord, pour les personnes qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent pas l'association, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, je dois avouer que je suis pas très forte j'ai pas l'esprit de synthèse et je m'emballe en général beaucoup, donc ne pas hésiter à m'interrompre. Mais au plus bref, donc je suis Marie-France Barrier, j'ai été réalisatrice de documentaires pendant plus de 15 ans, de documentaires dédiés aux thématiques de la transition agroécologique. Et depuis 2 ans et demi, j'ai décidé de traduire en actes et en mouvement citoyen les contenus de mes derniers films qui étaient diffusés sur France Télé, sur France 5, pour en faire un mouvement citoyen qui s'appelle Des enfants et des arbres, donc une association d'intérêt général qui a maintenant 2 ans et 3 bourgeons. D'accord. Voilà. J'ai vu dans un reportage, c'était sur Téléfoula. Tout va bien. Tout va bien. J'ai vu dans un reportage, alors c'était sur Télématin sur France 2, la journaliste disait de vous que vous avez eu envie de créer l'association des enfants et des arbres suite à votre documentaire, c'était Le temps des arbres. Est-ce Voilà. que vous pouvez nous expliquer ce qui a fait que, en fait, suite à ce documentaire, vous avez eu envie d'agir beaucoup plus associativement, quoi? Tout à fait. Alors déjà, ce documentaire, vous pourrez le retrouver les uns les autres sur le site de l'association des enfants et des arbres. Il est à la location pour 5 euros et après, vous pourrez le regarder en famille pendant les week-ends d'hiver ou d'automne. Et donc, en quelques mots, ce film partait à la rencontre de forestiers, d'agriculteurs, de thérapeutes, d'éducateurs qui ont décidé de remettre l'arbre et ses bienfaits au cœur à la fois de leur vie, mais aussi de leur métier. Et bon, moi, donc là, c'était, je dirais, un panel de citoyens qui voient en l'arbre un partenaire de vie, un partenaire pour demain. Mais à titre personnel, ça fait longtemps que je travaille sur le lien. Euh, ah, pardon, excusez-moi, j'essaie de caler mon téléphone, mais ça marche pas du tout. Pardon, je vais le mettre là. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur les thématiques de la transition agroécologique et sur cette réflexion de comment accompagner le monde agricole à se réinventer et à, comment dire, à prendre le virage de la transition. Et donc dans ce film, je suis partie à la rencontre d'éleveurs, de viticulteurs, de céréaliers qui ont décidé, qui dans leur champ pouvaient lire les symptômes d'un monde, d'un système qui épuise les ressources, les sols. C'est des gens qui souffraient, enfin qui pouvaient constater dans leur champ qu'il y avait des problèmes d'érosion de sol, de chute de biodiversité, qu'ils avaient des animaux trop exposés au vent, aux gros changements de température. Euh, et donc, c'est des gens qui, à la fois, mesuraient les symptômes de ce système à bout de souffle et qui avaient l'intuition que le premier des remèdes, c'était de faire revenir l'arbre dans leur logiciel de production. Et donc, en faisant ce film, je suis tombée sur une étude que je relaye dans le documentaire qui dit qu'il faudrait planter 25 000 kilomètres de haies par an d'ici 2050 pour atteindre les accords de Paris. Alors, 25 000 kilomètres de haies, c'est pour finalement compenser la disparition des 750 000 kilomètres de haies qui ont été arrachés depuis la fin des années 50 à la faveur du remembrement pour permettre au monde agricole à la fois de se mécaniser, d'agrandir ses parcelles. Et puis, c'était un moment où finalement, on avait le sentiment que euh, les ah, il y a Edouard qui est là. Attendez, c'est une grande chance. On a Edouard qui est avec nous. On va le faire intervenir. Euh, avec cette idée que finalement l'arbre était plus un intrus, un obstacle à la modernisation et que avec nos machines, nos produits et
nos technologies, on pourrait faire fi de la nature. Et donc, cette étude disait que, et par rapport à tous les problèmes que l'on constate collectivement ensemble, c'est-à-dire que là, et les agriculteurs en premier lieu, ils constatent que les rendements baissent, que la terre s'appauvrit, qu'ils sont en manque de biodiversité et qu'on appelle des auxiliaires, en fait, tous ces insectes qui permettent de polliniser et de créer de la vie dans leurs parcelles. Et donc, en écrivant cette phrase, 25 000 kilomètres de haies par an, alors que les pionniers qui travaillent sur ces thématiques aujourd'hui arrivent à en planter 3 000 à 4 000 par an, quand 10 000 continuent d'être arrachés chaque année. Et pour moi, cette phrase a été un peu un déclic personnel où je me suis dit que ce n'était plus suffisant de raconter des histoires et de transmettre des informations aux gens qui, ma foi, étaient un peu impuissants, assis sur leur canapé face à un écran et en incapacité de régler ou de combler ce fossé qui nous sépare de nos objectifs. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que moi aussi, je contribue à apporter un bout de réponse et que, selon moi, le meilleur outil, c'était de créer un élan fédérateur où les enfants deviendraient en fait les ambassadeurs, les acteurs et les gardiens de ce changement, et que ça permettrait au monde agricole aussi de se sentir non plus isolé, le seul responsable de cette transition qui est énorme, hein, en fait, faire bouger le paquebot agricole, c'est très compliqué, et donc il faut qu'il soit accompagné par la société civile dans ce virage, et qui mieux que les enfants. D'accord. Alors, on va aller plus en profondeur dans l'association. Avant, je voudrais dire bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Merci beaucoup d'être là. Et du coup, vous avez parlé, et je pense que c'est important de parler du sujet avant pour que des personnes qui sont nouvelles comprennent. Vous avez parlé dans le documentaire, vous en parlez, et là vous en avez parlé, vous avez parlé de l'agroforesterie. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que l'agroforesterie pour les personnes qui vont découvrir ce live et qui peut-être ne connaissent pas ce terme? Donc voilà. L'agroforesterie, c'est sans doute l'agriculture de demain, du moins pour moi. C'est l'idée de faire revenir l'arbre au cœur des parcelles. C'est-à-dire que, alors nous, on travaille sur le retour des haies bocagères qui traditionnellement encadraient les parcelles un petit peu à l'image on parle souvent de rivière végétale. C'est un petit peu comme on peut prendre l'idée d'un réseau sanguin en fait et végétal qui irriguait de vie les territoires. Donc il y avait jusqu'alors pendant des centaines d'années, des millénaires en fait ces réseaux sanguins végétaux. Et puis il y avait aussi cette autre pratique de mettre au cœur des parcelles des alignements d'arbres, souvent des arbres fruitiers, qui en fait permettaient à la fois de nourrir le sol, qui permettait de créer des microclimats, qui permettait de nourrir le sol en premier lieu parce que l'arbre fait tomber ses bouts de branches, ses feuillages, et donc c'est par ce biais-là qu'il va nourrir le sol. Mais ça permet aussi de créer du bien-être animal puisque nous on a beaucoup souffert par exemple des grosses chaleurs cet été, mais tous les animaux qui aujourd'hui se retrouvent en plein champ exposés à des chaleurs extrêmes, et puis de la même manière à des vents ou à des grands froids. En fait, le monde animal, comme nous, son vrai biotope, c'est l'arbre. C'est là où tous ensemble, on a passé dans la longue histoire de notre évolution, c'est à ses pieds, voire dans ses branches, qu'on a passé tous le plus long temps. Et donc, c'est notre biotope. Et donc, l'agroforesterie, c'est faire revenir les arbres en alignement au cœur des parcelles, de telle sorte que c'est complètement compatible avec une mécanisation. Il ne s'agit pas du tout de revenir en arrière. Alors, ça peut aller vers des retours d'utiliser des animaux comme animaux traits, mais on peut très bien concilier. C'est l'idée d'être en harmonie avec la nature. C'est vraiment exactement, c'est vraiment l'idée d'une agriculture qui s'est un petit peu, qui s'est construite en fait, qui s'est façonnée depuis presque 12 000 ans quand même. Ça s'est accéléré, mais depuis le néolithique, qui est vraiment cette bascule où on est passé du statut de chasseur-cueilleur à agriculteur. À ce moment-là, on est passé dans une logique où finalement l'agriculteur allait travailler
contre la nature, soumettre la nature, et que c'était un peu son travail, son labeur, son labour quotidien et son labeur qui allait faire pousser les choses. Sans jamais vraiment se reposer sur le fait que la nature avait 3,4 milliards de R&D à mettre à disposition de nos travailleurs et de nos agriculteurs pour les aider à faire pousser des choses à consommer. Et donc aujourd'hui, avec l'agroforesterie, eh bien c'est finalement de boucler la boucle de cette aventure humaine, et on arrive à un moment où on comprend qu'on allait au bout de notre arrogance. En fait, il y a eu cette accélération d'arrogance de je peux faire sans la nature, c'est ma technologie, mon travail, moi, Sapiens, qui va faire pousser des choses. Eh bien, en fait, non. Là, maintenant, on s'aperçoit qu'un seul mort, eh bien, il ne peut plus rien donner à manger. Et donc, voilà, c'est vraiment cette idée de réconciliation entre le monde agricole et le vivant. Et donc ça peut ouvrir, on l'espère, une nouvelle ère dans l'histoire de Sapiens. Et donc, votre association des enfants et des arbres, elle est là pour créer cette transition avec les agriculteurs, du coup, pour... Exactement. Alors, on est une petite, dire un maillon de cette vaste chaîne du vivant, en fait, de cet écosystème humain qui cherche à se mettre en lien avec le plus vaste écosystème terrien, je dirais, et à rentrer en équipe avec, je dirais, le ver de terre, la mésange, la chauve-souris, le champignon, l'arbre. Et donc, nous, des enfants et des arbres, eh bien, on va rentrer dans ce dispositif en disant que pour faire revenir et pour répondre à cet objectif dont on parlait tout à l'heure des 25 000 kilomètres de haies, eh bien, il faut qu'on y aille tous. Il faut qu'on y aille tous en termes de financement, en termes de bras pour les planter, ces kilomètres de haies, et puis aussi en termes de récits qu'on va se réécrire, qu'on va se re-raconter ensemble, et en fait embarquer des enfants et les amener à réfléchir aussi sur la thématique et sur la symbolique de l'arbre, puisque quand on plante un arbre, on rêve demain, on rêve un futur où finalement, eh bien, il y a une abondance partagée et partagée avec toutes les strates de vie, c'est-à-dire des strates de vie qui sont souterraines, des strates de vie qui sont celles des insectes, des petits mammifères, des oiseaux, mais aussi avec nous. Et donc, c'est cette idée que finalement, c'est quand on arrivera à trouver cette juste place que, eh bien, on arrivera à ouvrir un nouvel horizon. Et donc, très concrètement, en fait, nous, on lance un appel à projet à destination des agriculteurs partout en France. On leur dit qui veut planter des arbres, qui veut faire revenir les bienfaits de l'arbre dans ses pratiques agricoles. On vous finance à condition que vous embarquiez dans votre dynamique l'école ou le collège voisin et que le jour de la plantation, vous fassiez appel aux enfants pour qu'ils viennent vous aider à planter. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que le documentaire Le Temps des arbres a aidé les agriculteurs à rejoindre votre association ou alors non? Ah si. Bon, oui. je pense qu'il a participé. En fait, enfin, encore une fois, oui, c'est une chaîne, une boucle. C'est une chaîne parce que en fait le film il existe parce que il y a des gens, il y a des pionniers qui ont ouvert la voie, qui ont défriché depuis fort longtemps. Donc c'est toujours un outil qui est à disposition. Et d'ailleurs il continue à voyager. Toutes les semaines, on reçoit des demandes pour faire des petites projections dans des villages, des établissements scolaires. Donc, il continue à diffuser son message. Il est aussi un outil pédagogique pour les enfants, pour qu'ils comprennent. Il avait été pensé dans ce sens-là pour que les enfants qui vont planter avec nous comprennent, eh bien, pourquoi l'arbre, pourquoi en fait c'est un si fidèle et généreux ami, hein, l'arbre. On les invite aussi à reconsidérer l'arbre pas juste comme un être vertical, végétal, mais c'est un être vivant qu'on peut considérer comme un ami précieux, ce qui est mon cas. Et d'ailleurs de plus en plus de gens qui admettent avoir des relations personnelles et réelles et amicales avec des arbres. On peut avoir des amitiés avec des chiens, alors je vois pas pourquoi avec des arbres. En tout cas, c'est mon cas. Mais en tout cas, le film est un des éléments qui a permis de peut-être un petit peu démocratiser ou populariser les notions
d'agroforesterie, du retour des haies et surtout sans doute de mettre en lumière des pionniers qui se sentaient un peu seuls et qui de là se sont sentis sans doute reconnus et j'espère que ça a inspiré d'autres gens. Ouais. D'accord. On a une question dans le chat. Comment est Ouh. reçue l'idée dans le milieu professionnel et politique? C'est Chambre Hibou qui demande cette question. Alors, dans le milieu professionnel agricole, j'imagine que c'est ce Oui, je que ça pense veut que... dire. Bah, en fait, enfin, je pense plutôt bien, puisque en fait, nous, dans notre démarche, on est très inclusif. C'est-à-dire que notre démarche est à la fois d'utiliser l'arbre comme un outil agronomique, donc pour nourrir le sol, la biodiversité et remettre le CO2 dans le sol, mais c'est aussi pour nous un outil pour se mettre en lien sur les territoires et de se raccorder les uns les autres et faire que l'agriculteur qui souffre beaucoup, qu'il soit pionnier d'ailleurs ou qu'il soit, je dirais, dans des pratiques plus conventionnelles, tous souffrent d'isolement, d'incompréhension, de se sentir sur les marges de la société. Et donc nous, à travers ce projet, qu'on ne pose pas comme étant écolo du tout, mais on pose comme étant holistique et surtout un projet de rencontre, puisque nous, on veut faire nourrir un racinaire humain. On travaille et on tend la branche à tous les agricultures et tous les modes d'agriculture possibles. C'est-à-dire qu'on va planter avec des agriculteurs qui sont sur micro-ferme, sur 1 hectare en permaculture, voilà, un peu les nouvelles pratiques, des néo-paysans, des gens qui ont changé de vie, qui ont décidé de se lancer et c'est magnifique, dans ces parcours de vie. Et puis on travaille aussi avec des anciens conventionnels, qui sont sur 400 hectares, qui sont sur des pratiques plus anciennes, mais qui finalement ont besoin d'être accompagnés pour se réinventer, pour remettre en question leurs certitudes, leurs habitudes, ce qu'ils ont appris, ce qu'on leur a demandé de faire pendant des décennies et ce qu'on a même financé à grand renfort de politique et de subventions. Et donc, ça prend du temps, en fait, de se reconditionner, d'envisager d'autres façons de faire. C'est vertigineux, hein, toujours pour tout le monde, de se réinventer. Et donc, nous, on joue avec eux aussi. C'est-à-dire que on a tous les profils du monde agricole et ça, Oui, c'est notre ADN. C'est la question que j'allais poser. Mais bon, c'est pas grave, vous me devancez. Ah, pardon, c'était quoi la question, en fait? Parce que je peux en dire J'allais plus poser encore. la question de comment vous choisissez les agriculteurs qui répondent à vos appels à projets. Comment vous les sélectionnez? On les sélectionne sur le fait que, ils sont soutenus par une structure technique, c'est-à-dire que leur projet est d'abord co-pensé avec des gens qui sont sur le territoire et dont le métier est d'accompagner le monde agricole justement à revenir sur ces pratiques, de se remettre en lien avec le vivant. Donc on demande aux agriculteurs d'une certaine manière de ne pas faire d'automédication. On leur demande de faire appel à un professionnel, à un expert qui va venir sur leur terrain et qui va dire, toi, en fonction de ton terrain, ton terroir, de ta production, parce que tu es céréalier, maraîcher, viticulteur, apiculteur, voilà, et tes besoins sont cela, cela, cela. On va poser un diagnostic et puis une prescription en arbre, puisque quand on va planter chez un viticulteur dans le Gard ou un éleveur en Alsace ou un maraîcher je ne sais pas, en Île-de-France, finalement, on n'aura pas les mêmes besoins. Dans toute la France, en fait. Ah oui, là, par exemple, cet hiver, on organise 100 plantations. Donc, nous, on appelle ça des plantations scolaires et solidaires. Et on en organise on est dans 49 départements différents. Donc, on est vraiment partout en France. Et donc, en fait, en fonction des projets, ça va pas être les mêmes prescriptions en arbre. Et voilà. Et on aime à dire que finalement, l'administration du traitement se fera grâce aux enfants qui viendront prêter main forte le jour de la plantation. Ok. Et vous faites pas de différenciation entre agriculteurs bio, agriculteurs non bio? Non, puisque quand on commence à travailler sur l'agronomie en tant que telle et de dépasser ces clivages qui sont en fait des fausses lectures agronomiques des bio et des non bio, parce qu'en fait il n'y a pas d'idéal pour le moment. C'est-à-dire que les bio parfois sont contraints parce qu'ils n'utilisent pas de produits de labourer. Et de labourer, ça veut dire mettre à mal la biodiversité souterraine parfois. Et donc, c'est parfois avoir des sols bien moins vivants. Et en revanche, il y a des pratiques dites conventionnelles, ou plus exactement d'agriculture dite de conservation des sols,
qui s'attachent à ne pas labourer le sol et qui misent sur prendre soin d'avoir un sol vivant et donc de ne pas les labourer. Et en général, ces pratiques nécessitent encore, même si comment dire, les pratiques avancent parce que il y a de la recherche, parce qu'il y a de l'invention de nouvelles machines, mais ça demande encore parfois d'usage de produits. Et en fait, quand on avance sur ces thématiques-là, on s'aperçoit que les lectures très binaires qui sont bonnes à vendre pour du rapide à penser dans des journaux télévisés n'ont pas lieu d'être quand il s'agit de parler agronomie ou voilà. Donc il faut au contraire embarquer tout le monde en fonction de là où il en est. Du chemin qu'il a pu faire. Et en revanche, il faut se donner un cap commun. Il faut se donner des objectifs et une vision commune de vers où on veut aller et pourquoi. Et donc ça, c'est notre façon d'aborder le sujet. Alors, avant que je pose une question, il y a une question dans le chat. Bonjour, les arbres plantés viennent d'où? Eh bien, ils viennent de France, de pépinières françaises et en général à proximité des agriculteurs, puisque en fait les agriculteurs sont autonomes dans c'est eux qui vont chercher localement et à proximité les plants dont ils ont besoin, les jeunes plants. Donc on plante des jeunes arbres, hein, c'est souvent ce qu'on appelle ça des sions de 1 à 2 ans de préférence. Alors quand c'est des arbres fruitiers, ce sont des arbres un petit peu plus grands en général, mais pour tout ce qui est arbres champêtres, en fait, et arbres forestiers qui vont venir fournir les haies bocagères, puisque c'est en majorité ce que les agriculteurs nous demandent de soutenir comme projet. Eh bien, c'est des arbres qu'on appelle souvent d'origine végétale locale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont allés chercher des graines dans les forêts du coin et qui ont fait donc ces sélections pour travailler avec des végétaux du coin. Voilà. D'accord, ok. Ma question, c'est est-ce que vous travaillez seul ou en équipe déjà? Vous êtes combien derrière Enfants et des arbres? Aujourd'hui, on est en équipe quand même parce que on commence à se structurer. Donc, on est une toute jeune association. Là, on a 2 ans et demi. Mais on est maintenant 3 en interne. Donc moi, il y a Camille qui est mon adjointe, qui m'aide à faire la gestion de projet, et puis qui, avec Jean-Baptiste, un jeune contrat en alternance qui était avec nous l'année dernière en stagiaire et qui nous accompagne encore cette année, ils s'occupent tous les deux beaucoup au moment où les plantations se mettent en œuvre, de solliciter la presse, puisque une de nos missions, c'est aussi de faire savoir pour tous ceux qui ont décidé de se mettre en mouvement, eh bien, on fait appel à la presse, aux médias locaux, régionaux, départementaux, à tout le monde, en fait, pour que ces agriculteurs soient mis en lumière. Et donc, voilà. Et puis, on a aussi un ange gardien qui nous aide beaucoup à mettre en place des outils qui nous aident à changer d'échelle, puisque la première année, je suis partie toute seule et puis on a fait 30 plantations. La seconde, 64, et cet hiver on passe à 100. Oui. Et donc c'est un changement d'échelle assez considérable, mais lié au fait qu'on essaie de trouver des outils qui nous font gagner du temps. D'accord. Alors, vous avez sélectionné l'agriculteur. Le terrain a été analysé, etc. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, une fois qu'il est sélectionné, mais même j'irais un peu en amont, parce que dès le dossier de candidature, on lui demande, oui, j'ai pas posé ces questions, mais on lui demande de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il vient, il sollicite les financements et l'aide des enfants et des arbres. C'est-à-dire que on ne peut pas être une opportunité financière. On a vraiment besoin de créer une troupe avec un partage de valeurs, de philosophie, d'envie. Et donc, on demande aux agriculteurs de nous expliquer ce qu'ils ont envie de partager avec les enfants, comment ils envisagent la journée de plantation, qui est en général une demi-journée plantation et une demi-journée exploration et découverte de la ferme. Et puis, une fois qu'ils sont vraiment sélectionnés, c'est eux qui vont voir l'école, en général, du village, du bout de parcelle, de leurs enfants ou d'à côté, et qui leur dit, ben voilà, moi j'ai ce projet de plantation de haies, je voudrais rentrer dans la dynamique des enfants et des arbres. Pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de partenaires. Est-ce que vous en êtes? Et donc, à ce moment-là, se passe
le cliquet, enfin le wagon des enseignants rentre dans la boucle. Et là, c'est l'autre volet qui nous importait énormément aussi, puisque là on a parlé beaucoup des agriculteurs. Mais donc il y a cette idée d'embarquer et de soutenir le monde agricole, mais il y a aussi l'idée de faire pousser des jeunes citoyens qui vont être remis en contact avec le vivant, et puis surtout leur capacité à être des vrais acteurs et transformateurs et des citoyens à impact, je dirais, dès leur plus jeune âge. Et donc, il nous faut des enseignants qui veulent jouer le jeu avec nous, c'est-à-dire qui vont pas prendre cette aventure comme une sortie verte comme une autre, Oui. mais qui sont alignés sur le fait que nous confions une mission à ces enfants. Et la mission, c'est d'aider cet agriculteur dans son projet professionnel. Et c'est travailler avec du vivant, c'est travailler avec, c'est mettre en place ensemble un projet qui sera là, on espère, pour des décennies. Et donc, il faut travailler avec les enfants en classe pour qu'ils, quand ils arrivent en plein champ, ils aient pleinement conscience de pourquoi l'arbre, pourquoi on le fait revenir, quelle est la place du monde agricole et comment je dois mettre en œuvre ces gestes de plantation pour que l'arbre ait des chances de survivre et de vivre pour des décennies. Oui, surtout qu'il y a des études qui montrent qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont déconnectés de la nature. Du coup, il y a quand même cette idée de relier, de connecter les enfants à la terre et au vivant. Ben, en fait, Ainsi qu'avec ceux qui nous nourrissent, les agriculteurs. Exactement. En fait, il y a deux lignes un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, finalement, moi, l'idée et le projet, il est né quand Greta Thunberg a fait sa sortie et que il y avait tous ces enfants qui manifestaient, qui faisaient grève les vendredis ou ces jeunes adultes ou adolescents pour demander au gouvernement de prendre en main et en considération leur avenir. Ce que, à mon sens, ils ne seront jamais capables de faire. C'est pas dans leur logiciel, donc ils ne le feront jamais. Ils ne l'ont pas fait. Donc c'est à nous de le faire. Donc moi j'avais vraiment cette idée. Je ne peux pas laisser cette jeune génération voilà, hurler dans le vent, en fait, dans le vide. Donc ma proposition, c'était aussi, on va vous mettre en plein champ à amener un bout de solution déjà sur les territoires. Alors bien sûr, là pour le moment, cet hiver, en 2 ans, on aura embarqué 6000 enfants. L'idée, c'est que dans quelques années, on arrive à doubler, tripler et à embarquer beaucoup plus de gens. Mais c'est vrai que là, il y a à la fois de plus en plus de gens qui ont envie, d'enfants qui ont envie d'être acteurs du mouvement. Et l'autre tendance qui est très claire, c'est que de plus en plus d'enfants sont complètement déconnectés du vivant. Et en effet, là, il y a des études qui disent que les enfants passent actuellement moins de temps dehors que des détenus. Et donc, que le rapport à la nature, que toutes ces considérations sur le développement durable sont parfois très abstraites, c'est théorique, en fait c'est du blabla d'adulte, et que la mise en mouvement, elle n'est pas forcément évidente. Donc, et puis d'ailleurs, beaucoup de nos agriculteurs, donc qui sont en grande majorité en milieu rural, nous témoignent du fait que eux-mêmes sont surpris de voir que quand les enfants sont en plein champ, donc des enfants du monde rural, quand ils sont en plein champ et qu'il faut se salir parce que on met un genou à terre, on met les mains dans la terre, on se retrouve face à face si tout va bien avec des vers de terre, ce qui est une très bonne chose quand on voit des vers de terre. Mais ça reste des expériences extrêmes pour la plupart des enfants qui sont donc ça dit bien que planter un arbre, ça devrait être un basique de la vie. Ça devrait être voilà, et c'est un peu notre slogan. Nous, on considère que savoir planter un arbre, c'est une connaissance aussi cruciale que le théorème de Pythagore ou que de maîtriser le plus que parfait. Et en fait, je pourrais rajouter en off, je pense que même plus nécessaire pour demain. Mais bon, et voilà, il faut absolument que ce lien en vivant soit réactivé. Et l'autre point, c'est transmettre aux enfants cette certitude qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Parce que si on est dans le bourbier dans lequel on est collectivement et qu'on a quand même des dirigeants qui décident qu'en fait, on va peut-être faire les Jeux olympiques asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, hein, c'est quand même la breaking news du jour. Donc c'est quand même des gens qui sont soi-disant très culturés, qui ont eu tous leurs diplômes, qui sont très validés par l'intelligence, enfin qui ont les critères d'intelligence d'aujourd'hui.
Voilà, pour qu'on en arrive là et qu'on en arrive à un reste d'une population qui se sent désemparée, impuissante par rapport à ce qui se passe, et ben moi ça je l'accepte pas. Donc je veux participer à faire pousser une génération qui se dit on n'est jamais trop petit pour faire bouger les choses parce que chacun d'entre nous appartient à une toile du vivant qui, qu'on le voit ou pas, nous raccorde tous les uns les autres et que quand je bouge moi d'un tout petit peu, de fait, ça fait bouger le reste de la toile. Et donc, transmettre cette info. Les enfants sont les adultes de demain aussi. Eh ben, ils seront les dirigeants, ils seront les consommateurs, ils seront les parents d'élèves, ils seront les présidents de demain, ils seront tout ça, en fait. Et donc, moi, cette idée que une classe, en moyenne, plante 200 arbres. 200 arbres qui sont à proximité et pour beaucoup d'entre eux, ils vont, je l'espère, grandir avec ces arbres qui pourront croiser au fil de la vie en allant faire une balade à vélo ou en allant se promener avec les parents ou en allant juste à l'école en fait. Et donc, j'espère que ces arbres illustreront ce souvenir et j'espère vibrant que c'est eux qui ont transformé ça et ils ont transformé le monde en redessinant leur paysage. Et déjà, si on arrive chaque année à mettre ça dans le cœur, dans l'âme et dans l'expérience de jeunes enfants, eh bien, j'espère que ce sont autant d'adultes qui seront des résistants, qui seront des utopistes acteurs, qui n'auront jamais peur de se lancer et de dire non, c'est important de rêver demain. Voilà. Et vous sentez que les enfants se sentent impliqués dans cette mission? Ah oui. Là, les retours sont des enseignants. En fait, déjà, ça fait beaucoup de bien aux enseignants pour la plupart. Ça leur permet parfois de se rapprocher de leur mission et donc ça leur fait beaucoup de bien. Et les enfants, on a même des témoignages de en quoi ça fait bouger un petit peu la relation au sein de la classe pendant quelques temps, puisque on les invite à travailler beaucoup sur la notion de travail en équipe. Puisque planter un arbre, c'est vraiment rentrer dans cette équipe du vivant. C'est prendre conscience qu'on a une place dans une vaste équipe et que dans cette équipe, on joue avec son rôle. Exactement, et que en fait tout le monde est crucial et qu'on soit et dans cette équipe, il y a encore une fois, il y a le microbe, il y a la bactérie, il y a le champignon, il y a le végétal, il y a l'oiseau, il y a la chauve-souris et il y a nous. Système, quoi. Et ça, franchement, pour eux, c'est très marquant, d'autant qu'on leur demande aussi de travailler sur la valeur, bien sûr, agronomique et donc même, je dirais, politique et paysagère de l'arbre, mais aussi on demande aux enfants et aux enseignants de leur demander d'enraciner une gratitude au pied de chaque arbre, c'est-à-dire une gratitude pour ce que le vivant leur offre, c'est-à-dire d'apprendre, et d'ailleurs c'est même un petit rituel qu'on propose aux enseignants de déployer pendant toute l'année, c'est-à-dire qu'il y a le rituel de faire l'appel, de mettre le nom du jour au tableau, mais on leur suggère, et si vous développiez ce rituel de la gratitude au quotidien, puisque en fait, on sait, et maintenant on a des retours, que quand on apprend à dire merci et à revaloriser le merveilleux de tiens, j'ai eu l'eau ce matin, en fait, finalement c'est aussi ordinaire qu'extraordinaire. J'étais enrhumée, je me suis... tout le monde et on l'oublie parfois. Voilà, et que redévelopper la gratitude, le réflexe de gratitude, c'est reconnaître que l'on reçoit des choses de la vie, de l'extérieur. Ça peut être de sa famille, mais ça peut être voilà, le paysage, un arbre magnifique que j'ai croisé, un chant d'oiseau que j'ai entendu. C'est se raccorder à l'extérieur. Donc on demande aux enseignants de travailler la gratitude et donc que les enfants transmettent une gratitude à la terre et au vivant, à chaque arbre, et également qu'ils plantent un rêve pour demain. Et ça, les gamins, ils viennent avec des petits bouts de papier. Alors, soit ils écrivent leurs petits bouts, ils viennent avec tous leurs petits rêves en poche, soit parfois ils font des petits des petits morceaux de tissu, un peu comme les arbres à rêve japonais, ou alors ils viennent juste avec leurs arbres et puis ils se branchent, les mains posées au pied de l'arbre et ils mettent leurs rêves. Et tous les rêves sont
les bienvenus. Alors, il y en a qui vont rêver d'un monde meilleur, il y en a qui vont rêver d'avoir un iPhone 12. En fait, peu importe. J'ai envie de dire, ce qui importe, c'est de rêver. Et planter un arbre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est rêver demain. Donc, il y a aussi cette idée que si on est dans cet sentiment d'impasse aujourd'hui, c'est que on a dit aux adultes, ah bah, faut pas rêver, hein, non, mais oh, faut pas rêver. Mais si, il faut rêver, en fait. Plus que jamais, il faut rêver et ensemble et dans la même direction. Il faut rêver et se mettre en mouvement pour que ces rêves, ils aboutissent. Mais revaloriser, réhabiliter le rêve comme le point de départ de tout grand projet. Toutes les utopies dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires, ça va aller de l'engagement des suffragettes au fait de pouvoir prendre l'avion, même si on a moins envie de le prendre, ou alors même de se parler comme on se parle maintenant. C'est une utopie initialement. C'est un rêve qu'a eu un inventeur. Ils ont rêvé. Et donc, il faut rêver ensemble dans la même direction pour déchirer en fait ce voile qui nous étouffe et qui nous empêche de construire la suite de notre histoire collective. Et donc tout ça, en fait, quand on donne à des enfants, on leur dit, on a besoin de toi, tu es déterminant, tu es un acteur, mais on te demande de rêver fort, on te demande de dire merci et puis de travailler en équipe parce que tu es un élément déterminant de cette équipe. Et je vous assure que et en plus ils ont la chance de revenir tout crasse-pouille avec de la terre partout. Et ils sont très contents de ça. Oui, ils se sentent valorisés aussi. Donc, Ils se sentent valorisés, galvanisés, responsabilisés, et voilà. Et on leur parle pas comme à des enfants. Moi, je demande aux agriculteurs, parce que les agriculteurs viennent en classe, s'engagent à venir en classe avant la plantation pour venir présenter leur métier, mais aussi leur projet. Pourquoi est-ce qu'ils plantent quelles sont leurs difficultés finalement et à quels problèmes d'érosion ou autres ils font face, et qu'est-ce qu'ils vont planter et comment va se dérouler la journée. Et à ce moment-là, je leur demande d'exprimer le fait qu'ils ont besoin des enfants et que on n'est plus dans un rapport descendant de l'adulte qui fait son cours magistral aux enfants, mais on est à l'horizontale entre citoyens éveillés et responsables et impactants pour demain. Et ça fait la différence. Ok. Alors, il y a des messages dans le chat avant qu'ils disparaissent. Déjà, on vous dit que vous êtes très inspirante. Bravo pour la fluidité du discours et aboutissant. On sent l'investissement et la croyance personnelle. Bravo. Oui, c'est vrai. Et il y a une question. Les écoles qui participent doivent-elles être proches des terres agricoles concernées par le projet? Pour le moment, ça se joue assez. C'est un projet de proximité. C'est vrai alors il y en a quelques-unes qui viennent en bus quand même, parfois, mais il y en a beaucoup qui viennent à pied, voire à vélo, ou voilà. C'est vrai qu'on est sur un projet de proximité, ce qui montre un peu les limites du projet pour le moment. C'est quid des enfants qui sont en milieu urbain et qui pourraient avoir encore plus que d'autres besoin de se reconnecter à tout ça. Disons que on espère que ça va se déployer, que en grandissant, on va serrer notre maillage en fait des agriculteurs qui répondent à l'appel et qui comprennent qu'en fait il y a plus que planter des arbres, il y a se raconter une histoire tous ensemble qui fait du bien à tout le monde en fait sur le bout de la sur toute la chaîne, et qu'au fil du temps on aura plus en plus d'agriculteurs qui nous permettront d'embarquer de plus en plus d'enfants, voilà. Donc voilà, en général ils sont pas trop loin, ouais. D'accord. Quels sont vos prochains objectifs avec l'association? Est-ce que donc là les plantations, je pense que c'est fini pour si il y a encore des plantations? Ah si, on commence là, c'est la rentrée pour nous, et donc les plantations, elles se déroulent très concrètement. Donc le proverbe dit qu'à la Sainte-Catherine, tout prend racine, et donc c'est le 27 novembre, et c'est en général l'ouverture officielle de la saison de plantation. On plante l'hiver, et donc on plante quand les arbres perdent leurs feuilles, c'est-à-dire qu'il y a un cycle, un peu de respiration. Vous voyez, au printemps, le cycle physiologique de l'arbre, il se fait dans les houppiers, dans les branches, et puis à l'hiver, le cycle physiologique, le travail, il se fait dans les racines. Donc souvent, on a l'impression que l'hiver, il se passe rien,
Mais en fait, l'hiver, il se passe beaucoup de choses dans l'inconscient du collectif et du vivant, dans le racinaire. Bref, donc on plante l'hiver. Et donc notre saison, donc nos 100 plantations vont se dérouler cet hiver de fin novembre à mi-mars. Donc vous allez, je l'espère, entendre beaucoup parler de nous grâce à Camille et Jean-Baptiste qui vont nous avoir des dizaines, j'espère, de parutions presse. Et donc pour nous, là, on est en train d'activer tout ça, de mettre tout le monde je dirais, en ordre de marche pour que cette chorégraphie collective soit harmonieuse et ultra efficace. Mais donc là, nous, on est en train d'affûter nos bêches et ça va commencer dans pas longtemps. Donc là, par exemple, on organise des webinaires beaucoup avec les agriculteurs parce que pour eux, là, la saison de l'automne, c'est le moment où on leur demande de préparer leur sol. Enfin, on leur demande, c'est comme ça que ça se fait en fait. Pour faciliter l'enracinement des arbres, il faut que le sol soit décompacté et affiné pour que les jeunes racines aient la capacité de s'enfoncer au plus profond et d'avoir un racinaire vraiment vertical. Donc, les agriculteurs doivent préparer leur sol et conjointement, on organise des webinaires avec les enseignants pour leur présenter tout ce que je vous ai raconté sur, voilà, depuis l'arbre être vivant extraordinaire à l'arbre symbolique, pour que eux préparent eux aussi leurs enfants pour que le jour où les agriculteurs viendront les rencontrer, puis ensemble ils iront planter, eh bien chacun sait pourquoi il se met en mouvement, comment et de façon ultra efficace. Donc pour nous, la pression monte là. Alors, c'est très bien expliqué sur votre site, mais je le demande comme ça. Si on a envie de vous soutenir, de soutenir l'association, alors on peut le faire sur le site des enfants et des arbres.org et aussi en précommandant le jeu de la permaculture si vous suivez. Voilà. Et dans ce cas-là, à quoi servent les dons? Je sais que vous pouvez aller sur le site des enfants et des arbres, vraiment tout est expliqué en détail, mais vraiment, si vous... très clairement, en fait, pour avoir une petite idée, une plantation en moyenne, enfin, je dirais en plafond, nous coûte, enfin, nous redistribuons, nous remettons vraiment, c'est ce qu'on investit sur chaque plantation, c'est 2400 €. 2400 €, ça nous permet de planter entre 180 à 250 arbres, soit 300 mètres de haies linéaires. Et donc, voilà, 2400 €, c'est le prix d'une plantation, mais c'est vraiment l'argent que nous, on va redistribuer. Après, eh bien, vous vous en doutez bien, pour que tout ça existe, il faut maintenant payer des salaires, il faut créer les outils pédagogiques, enfin tout ce temps énorme qu'il faut pour que la machine tourne et que ça roule. Et donc, en fait, nous soutenir financièrement, ça permet de mettre des jetons dans la machine. Et pour que à la fois on transmette des messages et pour que très concrètement on plante des arbres avec des milliers d'enfants. Donc je dirais que nous, l'intérêt de notre projet, c'est que on est sur du plaidoyer actif et impactant. C'est-à-dire que clairement, il va y avoir, on l'espère cet hiver normalement, ça va être à minima 20 000 arbres qui vont être plantés par à minima 3 000 enfants aux côtés de 100 agriculteurs. Donc je dis à minima parce qu'en fait, en fin de saison, on fait les comptes et en général, on sait que c'est pas une classe qui vient, mais c'est 2 classes. Et donc, il est possible que, on soit plus vers les 4000, 4500 enfants qui auront pris la clé des champs cet hiver pour devenir des acteurs de demain. Voilà. Et donc, nous aider, eh bien, il y a plein de façons. C'est vrai, il y a déjà nous suivre, nous relayer. On est sur Insta, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. Pour ceux qui, voilà, ça peut être demander à votre entreprise, pourquoi pas, d'organiser. Voilà, il y a de plus en plus de mouvements RSE qui nous financent. Clairement, le fond en fait, si aujourd'hui on a pu, si cet hiver on peut déjà financer 100 plantations, donc c'est-à-dire que faut imaginer qu'on va déjà redistribuer cet hiver 240 000 € juste pour
que les arbres poussent, hein, eh bien, c'est parce que des associations, comment dire, des entreprises, des fondations nous ont soutenus assez vite et qu'on a vraiment besoin des particuliers en fait pour nous soutenir. Et pour le moment, je dois dire qu'ils viennent pas beaucoup, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, par exemple, très concrètement, là, il y a un arrondi en caisse en notre faveur qui vient de débuter aujourd'hui chez Truffaut. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir et mettre du vert dans vos maisons, eh bien, n'hésitez pas. Il y a bien sûr, commander des projets et des super jeux comme celui là de Baby Bird sur la permaculture. Ça raccorde tout. Donc ça, là, ça a beaucoup de sens. Et puis, sinon, faire des dons. Et comme on est d'intérêt général, eh bien, c'est la magie pour le coup de la fiscalité. C'est que quand vous nous en donnez 10, eh bien, en fait, vous en dépensez 3,44. Et voilà. Donc, et faire des petits pouces de temps en temps pour relayer ce qu'on raconte parce que la vie sur les réseaux, c'est quand même super ingrat. On a l'impression Oui, qu'on fait des trucs super. Bien, fait des tours. Ouais, c'est ça, exactement. On peut être dans les limbes de l'algorithme Instagramesque. Mais bon, peu importe, on est là. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains d'entre vous ont une relation à l'arbre? Tiens, je serais curieuse de savoir. Est-ce que parmi vous, il y en a qui osent se poser le long d'un arbre? Il y a Monsieur Ours tout à l'heure qui a dit qu'il adorait enserrer les arbres. Il l'a dit tout à l'heure. Mais voilà. Parce qu'il faut quand même démocratiser ce lien au végétal. Alors, il y en a de plus en plus aujourd'hui, hein, et Dieu merci, mais on passe encore un peu pour des foudingues quand on ose exprimer. Moi, je revendique mon amitié, mon amour profond pour les arbres. Je crois que parmi mes meilleurs potes, ce sont des arbres. J'ai la chance d'habiter à côté d'un parc incroyable. Et quand moi, ça va pas, je vais voir les arbres et je leur confie. Et puis, c'est comme les super bons amis. Ils écoutent, ils écoutent et ils ont beaucoup, beaucoup à nous transmettre en termes de savoir-être terrien et humain. Je pense que ce sont nos meilleurs alter ego. Eux comme nous, ils sont verticaux et ils essaient de grandir vers la lumière en étant très enracinés dans l'ici et maintenant. Donc, voilà, je vous invite à se reconnecter aux arbres. Oui, et à... Salvette, je fais de la randonnée en Île-de-France et les arbres m'aident à me sentir apaisée mentalement. C'est un sentiment qu'elle partage. Et oui. Je remercie les arbustes fruitiers 100% biodégradables, c'est ce qu'elle dit. Mais oui, mais voilà, c'est ça. C'est vrai que on n'a pas parlé de l'arbre en tant que tel, mais c'est quand même le génie de la création. Je pense qu'on passe devant ces êtres absolument géniaux, hein, qui savent être en interaction avec tous les éléments. Ils savent quand même alchimiser la lumière, le soleil, le CO2 pour en faire une matière qui a déterminé notre vie de sapiens. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'arbres. Déjà, on serait sur toujours un bout de volcan, en fait, invivable. C'est quand même eux qui ont participé à créer cet équilibre de vie, cette atmosphère qui est respirable. Mais clairement, dans notre chemin de sapiens, c'est eux qui nous ont abrités, nourris, éclairés, qui nous ont permis de voyager, qui nous ont permis de faire de la musique, de nous rassembler, qui nous ont permis d'explorer la planète, qui nous ont permis d'écrire nos idées, de transmettre nos idées, ils nous ont permis de nous soigner, de respirer, de manger, de absolument tout en fait. Ils ont tout fait pour nous et en plus ils sont beaux, ils sentent bon et ils ne se la racontent pas. C'est les plus puissants d'entre nous et ils sont humbles comme pas possible et en fait et donc moi je trouve que c'est très inspirant pour voilà, quand en plus là ils vont bientôt perdre leurs feuilles et nous parfois aussi dans la vie on se sent un peu oh je perds mes feuilles, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai l'impression que rien ne se passe. Un peu là on va rentrer dans cette phase d'hiver où on peut avoir l'impression que rien ne se passe. Et ben en fait ils nous disent si dans l'inconscient
il se passe beaucoup. Le printemps ne naît pas de nulle part. Il naît de toute cette fermentation presque dans le souterrain, dans l'invisible, dans le silence, et donc ils nous apprennent à passer les mauvais moments, les coups de blues. Et voilà, les végétaux ont inventé la résilience. C'est ce qu'ils sont par nature. Ils ont inventé la vie éternelle. Dire un arbre mort, il est vivant en fait. Et bon, voilà, c'est un sujet sans fin, mais en tout cas, ils nous Mayo, elle permettent. raconte qu'elle grimpait aux arbres quand elle était petite. Et maintenant, Bien. elle grimpe plus aux arbres. Ah, je sais pas. Mayo, tu grimpes encore aux arbres? Il n'y a pas d'âge pour grimper aux arbres. Il faut assumer d'être perché. Moi, on m'a souvent dit que j'étais perché, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est le rôle des sentinelles d'être perché. Vous voyez. Donc aujourd'hui, il y a besoin de sentinelles qui regardent un peu au loin, qui regardent au-delà des feux d'incendie et de la brume. Et il faut regarder, avoir le regard qui porte loin, s'accrocher un peu sur une vision un peu un phare. Et voilà, donc être perché, eh bien, finalement, c'est important tant qu'on est enraciné, finalement. Il faut un peu les deux. Ben, merci Marie-France pour cet échange. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, c'était vraiment génial d'avoir pu répondre à toutes mes questions. Je pense que Ça les fait grand personnes plaisir. qui me suivent vont en savoir beaucoup plus sur votre association. Et Et n'hésitez pas à nous suivre et vous allez voir que la saison va démarrer bientôt et ça va être, on va envoyer du bois. Jeu de mots, hyper facile. Mais bon, bah voilà, un peu de circonstances. il faut que ça Donc, bien. voilà, exactement. Et donc, voilà, rejoignez-nous. Et puis surtout, voilà, ne lâchez pas Émilie et son Baby Bird et son très beau projet dont on est très fiers d'être partenaire et associé. Et on espère que la cagnotte va bien marcher et que ton projet Merci aussi beaucoup. réussira à rencontrer le succès qu'il mérite. Voilà, C'est parce que gentil. c'est beaucoup de boulot quand même, tout ça. Donc Oui. voilà, on est dans la même équipe. En tout cas, merci de nous avoir fait rentrer dans la tienne. Eh ben merci à vous d'avoir accepté de, de participer. Du coup, c'est vraiment génial. J'ai pu découvrir votre association. C'est super. En plus de pouvoir échanger aussi facilement. Donc merci beaucoup Bah, pour on peut se cela. refaire en tout cas un peu plus tard, peut-être quand tu auras fini là, ta cagnotte et qu'on verra ce qu'il y a. En tout cas, on pourra traduire tout ça, on pourra raconter la suite. Peut-être qu'on sera déjà rentré dans les saisons de plantation avec grand plaisir pour repartager plus tard. Bien, avec grand plaisir, moi aussi. Bon, Je vous dis voilà. au revoir à tout le monde. Prenez soin de vous tous là, prenez confiance, gardez foi, accrochez-vous aux gens qui font des choses qui ont du sens pour vous. Il faut savoir de temps en temps rester focus, ne pas trop se laisser embarquer par le bruit ambiant et aller écouter l'harmonie des gens de plus en plus nombreux qui se mettent en mouvement pour faire pousser la suite. Donc voilà, hop là, elle est tombée mon truc. Bon, euh, voilà, allez, haut les cœurs et aux arbres citoyens. À bientôt. À bientôt, Au revoir. merci, au revoir.